Ceci concerne le moment où ma mère se tenait dans un auditorium universitaire avec 2000 personnes et regardait ma tante recevoir une ovation debout pendant mon discours de major de promotion, alors que ses mains tremblaient contre son programme. Elle réalisait qu'elle avait perdu ses 2 filles, l'une à cause de la dépendance, et l'autre au profit d'une vie dont elle ne ferait jamais partie. Je m'égare. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'avais 15 ans quand mes parents ont décidé que j'étais jetable. Mon nom est Manon Dubois, et j'avais une sœur jumelle nommée Victoire. Nous sommes nés à 4 minutes d'intervalle dans un hôpital de Paris par un matin de février, mais ces 4 minutes auraient tout aussi bien pu être 4 ans. Victoire est arrivée la première hurlante, rose et parfaite. Je suis arrivé la deuxième silencieuse et bleue, mon cordon ombilical enroulé autour de mon cou. Les infirmières ont dit que j'avais failli ne pas survivre. C'est peut-être pour cela que maman me regardait toujours comme si elle attendait que je disparaisse. Victoire était tout ce que je n'étais pas. Elle avait ce charme naturel qui incitait les adultes à se pencher vers elle quand elle parlait, poussait les professeurs à excuser ses devoirs en retard, et faisait s'illuminer nos parents lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle faisait partie de l'équipe de volley-ball, avait un petit ami dès la classe de 3e, et savait toujours exactement quoi dire lors des dîners de famille. J'étais la bizarre, celle qui passait ses pauses déjeuner à la bibliothèque, qui devenait anxieuse lors des fêtes, et que maman présentait comme « notre autre fille, Manon ». Notre autre fille comme si j'étais la remplaçante, la pièce de rechange. Papa n'était pas mieux. Il interrogeait Victoire sur ses matchs, ses amis et ses projets. Quand il me regardait, c'était comme s'il essayait de se souvenir de qui j'étais. « Comment va l'école, gamine ?» Toujours la même question. Il n'attendait jamais la réponse. J'ai appris à être invisible. C'était plus facile ainsi. Le schéma était constant tout au long de notre enfance. Les trophées de volley-ball de Victoire s'alignaient sur la cheminée, mon certificat de tableau d'honneur restait dans un tiroir. Victoire recevait un nouveau téléphone pour son anniversaire, je récupérais son ancien. Victoire voulait aller à un concert, et papa conduisait 2 heures, j'avais besoin d'être conduite à un concours scientifique, et c'était « Ne peux-tu pas prendre le bus, Manon ?» Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je me disais que je m'en fichais. Je mentais. Mais je m'en sortais. Je faisais profil bas, j'obtenais de bonnes notes et je restais hors de leur chemin. J'avais mes livres, mon club de débat et mes projets pour l'université. Je pouvais survivre 3 années de plus, et ensuite je serais libre. Puis le 12 mai est arrivé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parce que j'avais un entraînement de débat jusqu'à 18 h, pour préparer notre tournoi provincial. Notre entraîneuse, Mademoiselle Lefebvre, nous avait fait faire des exercices pendant 2 heures d'affilée. J'étais épuisé quand je suis enfin rentré à la maison vers 17 h. La maison était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse. Victoire était assise à la table de la cuisine, le visage tacheté et rouge. Maman faisait les 100 pas. Papa se tenait les bras croisés. Et quand il m'a regardé, son expression m'a noué l'estomac. Manon, sa voix était monocorde. Nous devons parler. J'ai posé mon sac à dos lentement. Qu'est-ce qui ne va pas? Où étais-tu aujourd'hui? A exigé maman. À l'entraînement de débat. Mademoiselle Lefebvre nous a gardés tard parce que, avant cela, j'ai cligné des yeux, à l'école. Puis je suis venu directement à l'entraînement. Pourquoi? Victoire a laissé échapper un sanglot étouffé, et maman est immédiatement allée vers elle, passant un bras autour de ses épaules. C'est bon, ma chérie. Nous savons. Vous savez quoi? Mon cœur battait la chamade maintenant. Que se passe-t-il? Papa a sorti quelque chose de sa poche, un petit sachet en plastique contenant une poudre blanche. Veux-tu nous dire ce que c'est? Le monde a basculé. Je n'ai jamais vu cela auparavant. C'était dans ta chambre, a dit maman, la voix tremblante. Caché dans ton placard. C'est impossible. Je ne prends pas de drogue. Je n'ai jamais. Victoire nous a tout raconté, a interrompu papa. Sur la façon dont tu as volé ses affaires, vendu ses bijoux pour acheter cette ordure. Je me suis tourné vers Victoire. Elle pleurait, mais elle refusait de me regarder. Vic, de quoi parles-tu? Je n'ai jamais. Mon bracelet en or, a-t-elle chuchoté. Celui que grand-mère m'a donné.
Il a disparu. Et ton tiroir? Il est plein d'argent liquide. Manon, où as-tu trouvé cet argent? Quel argent liquide? Je n'en ai pas. Nous l'avons trouvé, a dit maman. 160 € cachés sous tes vêtements. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à tout cela. J'ai économisé mon argent de poche. J'allais acheter un nouvel ordinateur portable pour l'université. Ne nous mens pas. La voix de papa a claqué comme un fouet. Victoire t'a vu. Elle t'a vu fouiller dans sa boîte à bijoux la semaine dernière. C'est faux. Je n'ai jamais touché à ces bijoux. J'ai regardé Victoire, suppliante. Dis-leur. Dis-leur que tu mens. Mais elle a simplement secoué la tête, les larmes coulant. Je voulais te donner une chance de l'admettre. Je pensais que peut-être si je t'affrontais en privé. Mais ensuite j'ai trouvé la drogue et je ne pouvais plus te couvrir. Me couvrir? Tu inventes tout cela. Rien de tout cela n'est vrai. Assez. La voix de papa était froide, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Nous ne sommes pas stupides, Manon. La preuve est juste là. Quelle preuve? Une poudre qui pourrait être n'importe quoi. L'argent de mon argent de poche? Victoire ment. Pourquoi ta sœur mentirait-elle? Les yeux de maman étaient humides, mais sa mâchoire était contractée. Pourquoi inventerait-elle cela? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait cela. Je jure que je n'ai pas fait cela. Papa a secoué la tête lentement. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la drogue, ni le vol. C'est le mensonge. Nous regarder droit dans les yeux et mentir. Je ne mens pas. J'étais à l'école, puis à l'entraînement de débat. Mademoiselle Lefebvre peut confirmer. Mademoiselle Lefebvre a confirmé que tu étais à l'entraînement, a dit maman, mais cela ne signifie pas que tu n'étais pas dans la chambre de Victoire avant l'école. Cela n'explique pas l'argent liquide, ni la drogue. J'avais l'impression de me noyer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai rien fait de tout cela. Victoire me piège. Arrête, a sangloté Victoire. Arrête, tout simplement. J'essaie de t'aider et tu ne fais qu'empirer les choses. M'aider? Tu racontes des mensonges sur moi. Cela suffit. La voix de papa a tout coupé. Prépare un sac. Tu ne restes pas ici ce soir. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai dévisagée. Quoi? Tu m'as entendu. Prépare tes affaires. Tu pars. Papa, non. Nous avons tout essayé avec toi, Manon. Nous avons été patients. Nous t'avons donné des chances. Mais ceci, il a désigné le sachet de poudre. Nous ne voulons pas de drogue dans cette maison. Nous ne voulons pas d'une voleuse qui dépouille sa propre sœur. Je ne suis pas une voleuse. C'est insensé. Prépare ton sac. Maman pleurait aussi maintenant. Mais elle ne l'a pas contredit. Elle se tenait simplement là, le bras autour de Victoire, comme si elle avait besoin de la protéger de moi, comme si j'étais la personne dangereuse. Où suis-je censé aller? Ma voix s'est brisée. Ce n'est plus notre problème, a dit papa. Tu as fait tes choix. Maintenant, assumons les conséquences. J'ai regardé Victoire, je l'ai vraiment regardée, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose passer sur son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Mais ensuite, elle a enfoui son visage dans l'épaule de maman, et le moment s'est évaporé. Je ne me souviens pas avoir fait mes bagages. Je ne me souviens pas de ce que j'ai mis dans le sac. Je me souviens seulement d'être resté debout dans ma chambre, les mains tremblantes, essayant de réaliser que cela arrivait vraiment et qu'il faisait vraiment cela. J'avais 15 ans, et mes parents me jetaient dehors. J'ai essayé une dernière fois quand je suis descendu. S'il vous plaît, je dis la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Papa tenait la porte d'entrée ouverte. Adieu, Manon. Où suis-je censé dormir ce soir? Tu aurais dû y penser avant de commencer à consommer de la drogue. Je ne consomme pas de drogue. Il a simplement secoué la tête comme si j'étais une cause perdue, comme s'il m'avait déjà abandonné. Maman ne voulait même pas me regarder. Je suis sorti dans la soirée de mai avec un seul sac à dos et les vêtements que je portais.
La porte s'est refermée derrière moi avec un clic étouffé qui sonnait comme la fin de tout. Je suis resté assise sur le bord du trottoir pendant 20 minutes avant de pouvoir réfléchir assez clairement pour sortir mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer le numéro. Il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler. Allô? La voix de ma tante était chaleureuse, confuse. Il était presque 20 heures. Tante Claire? Je n'arrivais pas à garder ma voix stable. C'est Manon. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est sorti d'un coup, les accusations, la drogue, les mensonges de Victoire, mes parents me jetant dehors. Je pleurais si fort que je pouvais à peine prononcer les mots. Tante Claire n'a pas interrompu, elle a simplement écouté. Et quand je me suis enfin tue, elle a dit 3 mots qui m'ont fait craquer complètement, je te crois. C'est vrai? Manon, je te connais depuis ta naissance. Tu es beaucoup de choses, mais une menteuse n'en fait pas partie. Et une consommatrice de drogue. Elle a émis un son qui aurait pu être un rire s'il n'était pas si triste. Pas la moindre chance. Où es-tu en ce moment? Devant la maison, sur le trottoir. Reste là. Ne bouge pas. Je suis à Annecy en ce moment, mais je monte dans ma voiture. Je serai là dans 4 heures. D'accord? Peux-tu attendre 4 heures? J'ai levé les yeux vers la maison. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. À travers la fenêtre, je pouvais voir maman serrer Victoire dans ses bras, le bras de papa autour d'elle deux. Un portrait de famille parfait sans moi. Oui, elle chuchotait. Je peux attendre. Mets tes écouteurs. Écoute de la musique. Reste dans un endroit éclairé. J'arrive, ma chérie. Je te promets que j'arrive. Ces 4 heures ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assise sur ce trottoir et j'ai observé ma maison comme si je regardais la vie d'une étrangère. Maman a fermé les stores du salon. La lumière de la cuisine s'est éteinte. La lumière de la chambre de Victoire est restée allumée. Je me demandais si elle se sentait coupable. Je me demandais si elle ressentait quoi que ce soit. J'essayais de comprendre pourquoi elle avait fait cela. Nous n'étions pas proches, mais je n'avais jamais pensé qu'elle me détestait. Était-ce de la jalousie? Mais cela n'avait pas de sens. Elle était la préférée. Elle avait tout. Peut-être était cela le problème. Peut-être qu'avoir tout ne suffisait pas si j'existais aussi. Mon téléphone a vibré. Victoire, je suis désolé. Je ne pensais pas qu'il te jetterait dehors. Où es-tu? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai bloqué son numéro. Tante Claire est arrivée à 23h47. Elle n'a rien dit, elle est simplement sortie de la voiture et m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. J'ai craqué à nouveau, sanglotant contre son épaule au milieu de la rue. Tout va bien, a-t-elle murmuré. Tu vas bien. Je suis là maintenant. Elle a jeté mon sac sur le siège arrière, et nous sommes partis. J'ai regardé en arrière une fois. La maison était sombre maintenant. Tout le monde dormait. Il dormait probablement très bien. Tante Claire vivait à Annecy, à 4 heures de Paris. Elle était la sœur cadette de papa, la brebis galeuse, qui s'était éloignée de la famille quand j'avais 10 ans. Elle était vétérinaire, ne s'était jamais mariée et vivait dans une petite maison près du lac. Nous ne l'avions vue que 2 fois par an environ lors de réunions de famille, mais elle était la seule à me croire. Le trajet du retour a été silencieux. Elle ne m'a pas demandé de m'expliquer à nouveau, elle ne m'a pas interrogé. Elle m'a simplement demandé si j'avais faim, je n'avais pas faim, si j'avais besoin de quelque chose, je ne savais pas, et m'a dit que nous réglerions tout le lendemain matin. Sa maison sentait le café et le chien. Un golden retriever nommé Max nous a accueillis à la porte, la queue remuant si fort que tout son corps tremblait. Tante Claire m'a montré la chambre d'amis et son bureau, en réalité avec un canapé convertible et des étagères remplies de manuels de vétérinaire. La salle de bain est au bout du couloir, a-t-elle dit. Des serviettes propres sont dans le placard. Je vais faire du thé. En veux-tu? J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine à minuit, des tasses de camomille entre nous, la tête de Max sur mes genoux. Dis-moi la vérité, a dit tante Claire doucement. As-tu pris le bracelet de Victoire? Non. As-tu placé de la drogue dans ta chambre?
Non. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. As-tu la moindre idée de pourquoi Victoire ferait cela? J'ai secoué la tête. J'ai essayé de comprendre toute la nuit. Nous n'étions pas proches, mais je n'ai jamais pensé qu'elle me détestait. Tante Claire est restée silencieuse un moment. Ta mère et ton père l'ont toujours préférée. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas ta faute, Manon. C'est leur échec en tant que parent, pas ton échec en tant que fille. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. J'ai recommencé à pleurer. Tante Claire a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Voici ce que nous allons faire. Demain, j'appelle ton école pour confirmer ton alibi pour aujourd'hui. Ensuite, j'appelle un avocat pour voir quelles sont nos options. Tes parents ne peuvent pas simplement mettre à la porte une mineure de 15 ans. C'est un abandon d'enfant. Je ne veux pas retourner là-bas. Je sais. Et tu n'en as pas l'obligation. Si tu veux rester ici avec moi, nous ferons en sorte que cela arrive. Mais Manon, elle a serré ma main, j'ai besoin que tu sois forte maintenant. Cela va être difficile. Tes parents vont se battre. Victoire va maintenir son histoire. Les gens vont douter de toi. Peux-tu gérer cela? J'ai pensé au fait d'être assise sur ce trottoir pendant 4 heures. Au visage de ma mère quand elle a choisi Victoire. À papa tenant la porte ouverte. Oui, ai-je dit. Je peux le gérer. Bien. Parce que tu mérites mieux qu'eux. Tu mérites quelqu'un qui croit en toi, qui te voit vraiment. Et moi, je te vois, Manon. Et tu ne vas nulle part. J'ai vécu avec tante Claire après cela. Les démarches juridiques ont été compliquées, avocats, travailleurs sociaux, tribunal de la famille. Mes parents se sont battus pendant environ 2 semaines avant d'abandonner. Tante Claire a dit que c'était parce qu'ils avaient réalisé que se battre signifiait admettre qu'ils avaient jeté leur fille à cause d'accusations non prouvées. Il était plus facile de me laisser partir. Ils ont signé le transfert de garde 3 semaines après mon emménagement. Je ne suis jamais retourné dans cette maison. L'école était plus difficile. Victoire racontait à tout le monde sa version, que j'avais volé ses affaires, que je me droguais, que nos parents avaient essayé d'aider mais que j'avais refusé. Certaines personnes l'ont cru. La plupart se sont simplement éloignés de moi, comme si le dysfonctionnement était contagieux. Cela m'était égal désormais. J'avais tante Claire. J'avais Max. J'avais une chambre qui me semblait être la mienne, où je pouvais fermer la porte et respirer. Je me suis jeté à corps perdu dans les études, l'équipe de débat, tableau d'honneur, cours de niveau avancé. J'allais entrer à l'université grâce à des bourses, et je n'allais plus jamais avoir besoin de mes parents pour quoi que ce soit. Tante Claire soutenait tout. Elle venait à mes tournois de débat, affichait mes certificats sur le réfrigérateur, et m'interrogeait sur ma journée et elle écoutait vraiment la réponse. Elle m'a appris à être une personne, pas une déception. Sais-tu ce que j'ai appris, m'a-t-elle dit un soir pendant ma première année de lycée. Nous préparions le dîner ensemble, chose que nous faisions presque tous les soirs. Ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont tes parents te traitent. Leur incapacité à t'aimer correctement est leur perte, pas ton manque. Tu es brillante, gentille et résiliente, et rien de tout cela n'a de lien avec eux. J'avais 17 ans alors, et je commençais à la croire. J'ai postulé à 6 universités, j'ai été accepté dans 5 d'entre elles, et j'ai choisi Sorbonne Université à Paris pour leur programme de criminologie bourse d'études complète. Tante Claire a pleuré quand nous avons reçu la lettre d'acceptation. Des larmes de joie cette fois. Je suis tellement fière de toi, a-t-elle dit en me serrant fort. Tu as réussi tout cela par toi-même. Pas par moi-même, ai-je corrigé. Tu as conduit 4 heures au milieu de la nuit. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as montré à quoi une famille est censée ressembler. Eh bien, a-t-elle dit en souriant à travers ses larmes, c'est ce que fait une vraie famille. J'étais à 2 mois de commencer l'université quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Manon? C'était Victoire. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te parler en personne, s'il te plaît. Pourquoi ferais-je cela? Parce que je te le demande. S'il te plaît, Manon. 1 heure. C'est tout. Contre mon meilleur jugement,
j'ai accepté de la rencontrer dans un café à Paris, territoire neutre, lieu public. Elle semblait différente, plus mince, fatiguée. Son pull à capuche de bourse de volley-ball flottait sur sa silhouette. Nous sommes restés assises l'une en face de l'autre en silence pendant 1 minute. « Comment vas-tu » a-t-elle fini par demander. « Victoire » ai-je dit doucement, ne prétends pas qu'il s'agit d'une discussion amicale. Dis ce que tu as à dire. Victoire a fixé son café au lait intact. J'ai menti ce soir-là. À propos du bracelet. À propos du fait de t'avoir vu dans ma chambre. J'ai placé la drogue, l'argent liquide. Tout cela. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais l'entendre le dire m'a tout de même fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Pourquoi? Parce que j'étais jalouse. Jalouse de quoi? Tu étais la préférée. Tu avais tout. J'avais leur attention, a-t-elle dit. Mais tu avais quelque chose que je n'avais pas. Tu t'avais toi-même. Tu savais qui tu étais. Tu étais intelligente et concentrée, et tu n'avais besoin de l'approbation de personne. Et je te détestais pour cela. Alors tu as détruit ma vie. Oui. Sa voix s'est brisée. Et je l'ai regretté chaque jour depuis lors. Tant mieux. Elle a tressailli. Je suis en thérapie maintenant, je travaille sur moi. Et mon thérapeute a dit que j'avais besoin de faire amende honorable, de dire la vérité. J'ai tout raconté à maman et papa la semaine dernière. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Victoire a levé les yeux rouges. Ils ne m'ont pas cru au début. J'ai dû leur montrer les reçus de la boutique de prêteurs sur gage où j'avais vendu le bracelet. J'ai dû expliquer où j'avais vraiment trouvé la drogue, mon petit ami de l'époque en vendait. Même après cela, papa a dit que peut-être j'essayais simplement de te couvrir. Que peut-être tu m'avais manipulé pour me faire mentir. J'ai ri. J'ai ri pour de bon. C'était un rire amer et dur qui ressemblait à un étouffement. Ils veulent te voir, a continué Victoire. Ils veulent s'excuser. Réparer les choses. Non, ai-je dit. Manon. Non, ai-je répété, plus fermement. Ils ont eu 3 ans pour me croire. 3 ans pour remettre en question l'histoire de Victoire. 3 ans pour venir me chercher. Ils ne l'ont pas fait. Ils t'ont choisi toi à l'époque, et je m'en fiche qu'ils connaissent la vérité maintenant. Cela ne change rien. Ce sont aussi mes parents, a chuchoté Victoire. Et ils sont anéantis. Maman pleure chaque nuit. Papa ne peut plus dormir. Ils t'ont perdu, et ils savent que c'est leur faute, et ils veulent juste une chance. Je m'en fiche de ce qu'ils veulent. Je me suis levé. Sais-tu ce que j'ai appris en vivant avec tante Claire? Les vrais parents ne jettent pas leurs enfants dehors sur de simples accusations. Ils enquêtent. Ils écoutent. Ils protègent. Les vrais parents ne choisissent pas un enfant plutôt qu'un autre. Ils n'attendent pas 3 ans et des aveux pour s'en soucier. Alors c'est tout? Tu ne vas jamais leur pardonner? J'ai ramassé mon sac. Je leur ai pardonné il y a longtemps. Le pardon est ce qui m'a permis d'avancer dans ma vie. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas leur donner une autre chance de me blesser. Ils ont fait leur choix quand j'avais 15 ans. Je fais le mien maintenant. Et moi? Sa voix était ténue. J'ai regardé ma sœur jumelle, la personne qui avait partagé l'utérus de ma mère avec moi, avec qui j'avais grandi, qui avait tout détruit. Je ne le sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Je suis sorti de ce café et je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, mes parents se sont présentés à la maison de tante Claire. J'ai regardé par la fenêtre pendant que tante Claire leur parlait sur le perron. Je n'entendais pas ce qui se disait, mais j'ai vu maman pleurer. Les épaules de papa se sont affaissées. Les bras de tante Claire étaient croisés, son visage sévère. Après 5 minutes, ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ai-je demandé quand tante Claire est rentrée à l'intérieur. Te voir. S'excuser. Je leur ai dit que tu n'étais pas prête, et que lorsque tu le serais, tu les contacterais. Je leur ai aussi dit que se présenter ici sans prévenir n'était pas respectueux de tes limites, et que s'ils t'aimaient vraiment, ils te laisseraient de l'espace. Merci. Elle m'a serré dans ses bras. Toujours.
Ils ont envoyé des lettres, je ne les ai pas ouvertes. Ils ont essayé d'appeler, je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé un cadeau pour mon diplôme de fin d'études secondaires, je l'ai donné sans l'ouvrir. Tante Claire a été la seule à s'asseoir dans le public lors de ma remise de diplôme. La seule à m'acclamer quand j'ai traversé cette scène. La seule qui comptait. J'ai commencé à Sorbonne Université cet automne-là. Majeur en criminologie, mineur en psychologie. Je voulais comprendre les gens, pourquoi ils faisaient les choix qu'ils faisaient, pourquoi les familles se brisaient, comment les systèmes judiciaires échouaient. Je voulais m'assurer qu'aucun autre enfant ne soit jeté ainsi. J'étais doué, aussi. Je figurais sur la liste du doyen chaque semestre. J'ai obtenu un poste de recherche auprès d'un professeur étudiant les condamnations injustifiées. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de défense des jeunes, aidant des enfants qui s'étaient retrouvés dans des situations comme la mienne. J'ai trouvé ma raison d'être non pas malgré ce qui s'était passé, mais grâce à cela. Lors de ma dernière année, je postulais à des programmes de deuxième cycle. L'Université de Bordeaux avait le meilleur département de recherche en criminologie de France. J'ai été accepté avec un financement complet. Tante Claire allait venir avec moi. Elle avait déjà commencé à chercher des cabinets vétérinaires à Bordeaux, parlant d'un besoin de changer d'air. « Tu n'as pas à déraciner ta vie pour moi, lui ai-je dit. »« Je ne le fais pas, a-t-elle répondu. Je choisis de suivre ma nièce, qui est brillante et accomplie et dont je suis incroyablement fier. De plus, Max adore les voyages en voiture. Je devais obtenir mon diplôme en mai. Major de ma promotion, les plus hautes distinctions de mon département, plusieurs offres d'emploi déjà alignées. J'avais 22 ans, et j'avais construit une vie qui n'avait rien à voir avec mes parents. Une semaine avant la remise des diplômes, j'ai reçu un message sur Facebook. C'était de Victoire. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais je pensais que tu devrais savoir, je suis sobre depuis 2 ans maintenant, je travaille vraiment sur moi, et je voulais te dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Tu as toujours été la plus forte. Tu as toujours été la plus courageuse. Et je suis désolé d'avoir essayé de te voler cela. Tu vas accomplir des choses incroyables, Manon. Tu en as déjà accompli. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci. Je suis fier de toi pour ta sobriété. Cela demande du courage. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas proposé de nous rencontrer ni de reprendre contact, mais il me semblait important de reconnaître son évolution, même si cela ne changeait pas notre relation. Des petits pas, c'était peut-être tout ce que nous aurions jamais. Peut-être que c'était suffisant. Le jour de la remise des diplômes était parfait. Ensoleillé, chaud, le campus en pleine floraison. Je portais ma robe cramoisie, mes cordons d'honneur et ma médaille de major de promotion. Tante Claire était au premier rang avec Max. Il lui avait donné un laissez-passer pour animal de soutien émotionnel. Elle prenait tellement de photos que j'étais certaine que son téléphone n'aurait bientôt plus d'espace de stockage. Quand ils ont annoncé mon nom pour le discours de major, les applaudissements ont été tonitruants. Je suis monté sur ce podium et j'ai regardé les 2000 personnes présentes. Et là, dans la section du milieu, 20 rangées plus loin, je les ai vus, maman, papa, Victoire. Mon cœur s'est arrêté. Je ne les avais pas invités. Je ne leur avais pas parlé de la cérémonie. Mais quelqu'un avait dû le faire. Peut-être avait-il trouvé les détails de la cérémonie en ligne. Peut-être que Victoire leur avait dit. Les mains de maman étaient jointes si fort que ses articulations étaient blanches. Papa restait parfaitement immobile. Victoire me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. J'ai détourné les yeux. J'ai trouvé tante Claire au premier rang. Elle m'a fait un signe du pouce levé et a articulé en silence, « Tu peux le faire ». C'était vrai. J'ai commencé mon discours. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce moment représente non seulement 4 années de travail acharné, mais aussi un parcours qui m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Quand j'ai commencé à la Sorbonne, j'étais brisé. J'avais été abandonné par les personnes qui étaient censées me protéger. J'avais été trahi par quelqu'un qui aurait dû être mon allié le plus proche. J'avais perdu tout ce que je pensais être permanent. J'ai appris que l'on peut survivre à des choses que l'on pensait impossibles et en ressortir plus fortes. J'ai appris que le pardon est puissant, mais que les limites le sont aussi. Que le fait d'avancer ne signifie pas toujours revenir en arrière.
Que certaines relations, une fois brisées, ne peuvent être réparées et c'est normal. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de partir. Plus important encore, j'ai appris que la famille que vous choisissez est tout aussi réelle que la famille dans laquelle vous êtes né. Parfois plus réelle. J'ai regardé tante Claire directement. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a changé ma vie. Qui m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Qui m'a cru quand personne d'autre ne le faisait. Qui m'a montré à quoi ressemble vraiment l'amour inconditionnel. Qui m'a appris que j'avais de la valeur, non pas malgré mes difficultés, mais en les incluant. Qui m'a donné les bases pour me tenir ici aujourd'hui en tant que major de cette promotion incroyable. Tante Claire pleurait. Donc ce discours, ce diplôme, ce moment, rien de tout cela n'existerait sans elle. Et je veux que tout le monde ici sache que lorsque je prononce le mot famille, quand je pense à qui m'a façonné, qui m'a élevé, à qui je dois tout, je pense à une seule personne. J'ai fait une pause. J'ai laissé monter l'émotion. Je pense à ma tante. La femme qui est devenue ma mère quand j'en avais besoin. La femme qui a prouvé que l'ADN ne fait pas de vous une famille. L'amour le fait. Le choix le fait. Le fait d'être présent le fait. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont enflé. Les gens ont commencé à se lever. Tante Claire a mis ses mains sur son visage, les épaules secouées par les sanglots. J'ai regardé en arrière vers l'endroit où mes parents étaient assis. Les mains de maman tremblaient si violemment que le programme est tombé de sa main. Elle pleurait en silence, la main de papa sur son bras. Victoire avait son visage entre ses mains. Il comprenait. Enfin, ils comprenaient ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils avaient jeté, ce qu'ils ne récupéreraient jamais. J'ai terminé mon discours, remercié la faculté et souhaité bonne chance à mes camarades diplômés. Quand j'ai quitté la scène, l'ovation debout s'est poursuivie. Tante Claire m'a rejointe au bas des escaliers, me serrant dans ses bras si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. « Je t'aime tellement », a-t-elle chuchoté. « Je suis tellement incroyablement fière de toi. »« Je t'aime aussi, maman. » Elle s'est reculée, les yeux écarquillés. « Comment m'as-tu appelé ? » ?»« Maman », ai-je répété. « Si c'est d'accord. » Elle a hoché la tête, incapable de parler, et m'a serré à nouveau dans ses bras. Nous prenions des photos après la cérémonie et tante Claire, Max et moi quand ils se sont approchés. Mes parents, ma jumelle. Le mascara de maman était ruiné. Les yeux de papa étaient rouges. Victoire restait en retrait comme si elle savait qu'elle n'était pas à sa place. Manon, a commencé maman. Sa voix s'est brisée. C'était magnifique. Tu étais magnifique. Nous sommes tellement fiers. Ne fais pas cela, ai-je dit doucement. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous voulions simplement te dire que nous sommes désolés. Tellement désolés. Nous avons commis une erreur horrible, et nous l'avons regretté chaque jour depuis que nous avons appris la vérité. Vous avez appris la vérité il y a 3 ans quand je vous l'ai dite, ai-je interrompu. Vous avez simplement choisi de ne pas me croire. Papa a fait un pas en avant. Nous avons eu tort. Nous t'avons laissé tomber, et nous savons que nous ne pouvons pas effacer cela. Mais s'il y a la moindre chance. Il n'y en a aucune, ai-je dit avec douceur, mais fermeté. J'ai passé 7 ans à construire une vie sans vous. Une vie bonne. Une vie dont je suis fier. Et je l'ai fait sans votre soutien, sans votre confiance, sans votre amour. Je n'ai plus besoin de ces choses. Nous sommes tes parents, a chuchoté maman. Non, ai-je dit. Vous êtes les personnes qui m'ont donné naissance, mais vous avez cessé d'être mes parents la nuit où vous avez choisi de me jeter dehors au lieu de m'écouter. Cette femme juste là, j'ai désigné tante Claire, c'est elle mon parent. Elle est ma famille. Elle est tout ce que vous auriez dû être mais avez choisi de ne pas être. Manon, s'il te plaît, a commencé Victoire. Je l'ai regardée. Je suis sincèrement contente que tu sois sobre. Je suis contente que tu te fasses aider. Mais cela n'efface pas ce que tu as fait ni ne fait de nous une famille à nouveau. Nous sommes des étrangers qui partagent le même ADN. C'est tout ce que nous serons jamais. Alors c'est tout ? La voix de papa était rauque. 7 ans plus tard, et tu nous punis encore ? Je ne punis personne, ai-je dit. Je me protège. Il y a une différence. Vous avez fait des choix qui ont eu des conséquences permanentes.
Je vous ai pardonné pour cela, le pardon est ce qui m'a permis d'avancer, mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela ne signifie pas vous donner accès à ma vie. Cela ne signifie pas prétendre que ces 7 années n'ont pas existé. Nous avons changé, a dit maman désespérément. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Peut-être avez-vous changé. Mais moi aussi. Je suis devenu quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation de personnes qui lui ont fait défaut. Quelqu'un qui a appris à s'aimer parce qu'elle y a été obligée. J'ai pris une inspiration. Voici ce que j'ai appris de tout cela, les actions ont des conséquences permanentes. Les mots ne peuvent être retirés. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui vous blessent, même si elles sont de votre famille. J'espère que vous avez appris de vos erreurs. J'espère que vous vous traitez mieux maintenant. J'espère sincèrement que vous guérirez de cela. Mais ce chemin de guérison ne m'inclut pas. J'ai déjà guéri. Et ma guérison a consisté à vous laisser partir. Pouvons-nous au moins t'écrire, a demandé Victoire. Envoyer des nouvelles de nos vies. Non, ai-je dit simplement. J'ai besoin d'une séparation complète. Il ne s'agit pas de vous punir, il s'agit de protéger la paix que j'ai travaillé si dur à construire. Et cette paix exige des limites. Des limites solides. Maman a semblé vouloir argumenter, mais tante Claire s'est avancée. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, a-t-elle dit. Sa voix était aimable mais inébranlable. Manon a exprimé sa position clairement. Respecter cela est la première étape pour la respecter elle. Ils sont partis lentement. Maman a regardé en arrière 3 fois. Papa gardait la tête basse. Victoire a articulé, je suis désolé, une dernière fois. Je n'ai rien ressenti ni colère, ni tristesse, juste de la paix. Tu vas bien, a demandé tante Claire doucement. Oui, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je vais vraiment bien. Nous sommes allés dîner ce soir-là juste nous deux et Max pour célébrer mon diplôme, mon offre d'emploi dans une organisation de défense des victimes à Bordeaux, et mon avenir. Nous avons ri, raconté des histoires et fait des projets. Nous n'avons pas parlé de mes parents une seule fois. Ce soir-là, allongé dans mon lit dans ma chambre d'enfance, la vraie, celle que tante Claire avait aménagée pour moi, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Cette année depuis cette nuit sur le trottoir jusqu'à ce moment. J'ai pensé à la jeune fille que j'avais été, effrayée, blessée, confuse, se demandant si elle avait fait quelque chose pour mériter d'être jetée ainsi. Et j'ai pensé à la femme que j'étais devenue, forte, instruite, déterminée, connaissant sa valeur, entourée d'un amour véritable. Ce n'était pas arrivé malgré ce que mes parents avaient fait, c'était arrivé grâce à cela. Parce que le fait d'avoir été brisé m'a permis de me reconstruire de la bonne façon, avec les bonnes bases, avec les bonnes personnes. Mes parents m'ont appris ce qu'une famille ne devrait pas être. Tante Claire m'a appris ce qu'elle devrait être. Victoire m'a appris que le sang ne vous oblige pas à accepter la maltraitance. Et je me suis appris à moi-même que l'on peut survivre à n'importe quoi si l'on se souvient de sa valeur. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus hautes distinctions de mon département. J'ai déménagé à Bordeaux et j'ai commencé l'emploi de mes rêves. J'ai publié des recherches sur les condamnations injustifiées et les préjugés systémiques. J'ai aidé des enfants qui avaient été jetés, tout comme moi, à retrouver leur équilibre. J'ai construit une vie qui avait un sens. Tante Claire, maman, a emménagé à Bordeaux 6 mois après moi. Elle a trouvé un excellent cabinet. A acheté une maison près de la mienne. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Max est devenu une sensation sur Instagram au parc pour chiens local. Nous étions heureuses. Vraiment, véritablement heureuses. Je n'ai plus jamais revu mes parents ni Victoire. Je ne sais pas s'ils vont bien. Je ne sais pas s'ils ont guéri. Je ne sais pas s'ils pensent à moi. J'espère qu'ils ont appris quelque chose. J'espère qu'ils sont plus gentils les uns envers les autres. J'espère qu'ils comprennent que l'amour n'est pas une question de favoritisme ou de contrôle. C'est une question de présence, de confiance, de protection. Mais surtout, j'espère qu'ils comprennent que certaines erreurs sont permanentes. Certains choix ne peuvent être défaits. Et parfois, la personne que vous blessez décide que vous pardonnez ne signifie pas vous garder dans sa vie. C'est leur leçon à apprendre. La mienne était différente.
J'ai appris que vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos parents pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de la validation de votre jumelle pour savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin du sang pour avoir une famille. J'ai appris que la famille que vous choisissez et les personnes qui vous choisissent en retour, celles qui arrivent au milieu de la nuit et conduisent 4 heures parce que vous avez besoin d'elles, ce sont ces personnes-là qui comptent. J'ai appris que la guérison ne ressemble pas toujours à une réconciliation. Parfois, elle ressemble à des limites, à de la distance et à un non ferme et doux. J'ai appris que l'on peut survivre au fait d'être jeté et en ressortir plus forte. Que le fond du gouffre est une base solide pour reconstruire. Que la personne qui vous sauve n'est peut-être pas celle que vous attendiez, mais qu'elle est exactement celle dont vous aviez besoin. Plus important encore, j'ai appris qu'au bout du compte, la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. La seule validation qui compte est de savoir que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. La seule famille envers laquelle vous avez une obligation est celle qui vous traite comme un membre de la famille. Tout le reste n'est que de l'ADN. Et l'ADN ne suffit pas. J'ai 22 ans. J'ai une carrière dont je suis fier, un foyer que j'aime, une mère qui m'a choisi, et un avenir qui m'appartient entièrement. Je ne suis plus la fille de mes parents. Je suis la fille de Claire. Je suis ma propre personne. Je suis exactement celle que je devais devenir. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. C'est la leçon que je veux vous laisser. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Leur incapacité à vous aimer correctement est leur perte, pas votre manque. Vous avez le droit de vous éloigner des gens qui vous blessent, même s'ils sont de votre sang. Vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de protéger votre paix, et vous avez le droit de prospérer sans eux. Parce qu'au bout du compte, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les personnes qui vous ont blessé. C'est de devenir si entière, si heureuse et si accomplie sans elles que leur absence devient insignifiante. C'est ce que j'ai fait. Et si vous lisez ceci depuis votre propre trottoir, en attendant votre propre secours, sachez ceci, vous survivrez. Vous guérirez. Vous construirez quelque chose de magnifique à partir de ces morceaux brisés. Et un jour, vous vous tiendrez sur votre propre scène et vous remercierez la personne qui s'est présentée quand tout le monde est parti. Ce jour arrive. Je vous le promets.